bonsoir, je suis très content de te retrouver. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'était pas vu. On va passer un bon moment ensemble. Je suis honoré de pouvoir passer ce moment avec toi, avec vous tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, eh bien, allons-y. Donc, Lorraine, en quelques mots, parce que tout le monde ne te connaît peut-être pas ce soir. Donc, en quelques mots, Lorraine, donc tu es fille unique de Christian Fouché, qui a été entre autres évidemment ambassadeur et ministre de Charles de Gaulle, et de Colette Fouché, grande résistante de son temps et qui a rejoint Christian là où on va après, comme tu le dis si bien, il y a quelques temps. Tu t'étais dirigé sur des études de médecine après un premier choix un peu différent, mais quel joli choix as-tu fait, puisque ça t'a permis de passer 15 ans en tant que médecin urgentiste au SAMU, et puis un passage chez Europe Assistance, un passage chez SOS Médecins aussi. On sent tout ce côté humain en toi. Et ce soir, on va parler donc de ton métier suivant et surtout de ce 21e roman. Tu me reprends si je me trompe. C'est bien ça. 21e roman paru aux éditions Héloïse d'Ormesson, effectivement, qui s'appelle J'ai failli te manquer. Pour les titres plus récents, j'imagine que certains d'entre vous tous avaient entendu parler de peut-être d'Entre ciel et loup, des couleurs de la vie, Poste restante à Locmaria, bien sûr, et précédemment tout ce que tu vas vivre. Ce titre, J'ai failli te manquer, apparu après un report de 2 mois. On a tous bien compris pourquoi. Et je suis très, très heureux que ce titre participe à la réouverture des librairies, puisque vous avez été quelques-uns à être choisis pour animer cette réouverture. Et je dois dire que, à côté de quelques auteurs peu connus comme Guillaume Musso, hein, on va dire Joël Dicker, Agnès Martin-Lugan, on a aussi sur nos tables, à partir d'aujourd'hui, ce super J'ai failli te manquer, donc de ton dernier roman, Lorraine. Passe-t-on une petite présentation rapide du roman lui-même, peut-être. Donc, on va parler de Cerise. Cerise, la fille, Lise, sa maman, deux femmes, une jeune femme, une un peu moins jeune que tout oppose, fille et femme d'Axel, pilote chevronné pendant la guerre, historien et grand écrivain reconnu dans toute la France. Ce père génial, c'est un père génial et un père idole aussi. C'est un mari formidable et tant aimé. Au moment de son décès, ça va devenir très compliqué entre ces deux femmes qui vont se retrouver l'une en face de l'autre, et ça va faire pas mal d'étincelles. C'est ça, c'est-à-dire qu'elles vont se repousser comme des aimants réfractaires pendant toute une partie de leur vie. Alors, Cerise, j'avais envie de lui donner un petit prénom un peu drôle. Moi, toute mon enfance, on m'a appelée Quiche, parce que Quiche Lorraine. Alors, cerise sur le gâteau. Et sa mère, Lise, qui rêvait d'avoir un fils, elle est tellement déçue d'avoir une fille. Et elle l'appelle Cerise comme le yaourt aux cerises qui est sur son plateau le jour où elle doit donner un prénom à sa fille. Et elles vont comme ça se cabosser, se chamailler pendant des années, pendant que Cerise grandit. Et puis, Axel meurt, elles se retrouvent en tête-à-tête. Et là, elles vont bien devoir faire avec. Et le jour de l'enterrement de son père, Cerise entend sa mère qui lui dit « Écoute, pas du tout méchamment, mais disant j'aurais préféré que tu meurs toi plutôt que ton père. » Et Cerise, tout à fait poliment, parce qu'elle ne se dispute pas, elle ne s'insulte pas, tout ça est très feutré. Et Cerise lui dit « Mais j'aurais préféré que tu meurs toi plutôt que papa, parce que juste ces deux femmes s'entendaient très bien avec cet homme qui a disparu. » Et la chose importante pour moi dans le livre, je voulais qu'il y ait les deux points de vue. Je voulais que les lecteurs se mettent à la place de la mère, se mettent à la place de la fille, et qu'elles aiment les deux, et qu'on se dise, est-ce qu'elles vont réussir à s'aimer? Voilà, c'est ça le truc du livre. Est-ce qu'une mère et une fille qui ont du mal à s'aimer, est-ce qu'à un moment on peut renverser la vapeur?
Effectivement, et donc justement pour revenir là-dessus, sur cette partie-là, pour Cerise quand même, je dirais des deux côtés, ça doit être extrêmement compliqué et tu vas pouvoir nous en apprendre plus là, parce que pour Cerise quand même d'être un caillou dans la chaussure de sa mère, voir d'autres détails que tu donneras peut-être, mais c'est quand même extrêmement violent. Tu l'as dit, Lise voulait absolument un fils, c'est une mère complètement exclusive. Elle lui passe rien, c'est des douches froides en permanence, quoi. Et sur des mois, sur des années. D'après toi, comment tu l'as senti pour Cerise? C'est plutôt constructeur, c'est plutôt comment l'accepter en fait? Alors, pour moi, Lise, c'est quand même une femme époustouflante, ravissante, qui a été très, très courageuse pendant la guerre, comme son mari Axel. C'est une grande dame. Elle était juste pas faite pour avoir une fille. Donc, elle fait ce qu'elle peut. Cerise fait ce qu'elle peut aussi. Et ce qui va se passer, c'est qu'elles vont essayer de se rejoindre, mais ça va être très difficile jusqu'au moment où un élément va complètement changer la donne. Voilà, c'était ça, je voulais qu'on... C'est un livre où en fait, je crois que c'est la fête des mères bientôt, j'avais envie de prendre par la main les mères et les filles et de les emmener danser avec moi avec les décors du livre qui sont les goélands groix et les lions et les girafes de Namibie et puis les petits lapins de cette histoire qui sont tellement importants et leur dire c'est pas foutu, c'est pas flambé, l'amour est possible, peut-être pas tout de suite, mais il est jamais trop tard pour s'aimer. Parce que ce que j'ai bien senti aussi, et tous les lecteurs vont le ressentir certainement, alors pas exactement comme moi, chacun a sa lecture, mais on comprend très bien les efforts de Cerise pour essayer de bien faire, essayer de rattraper un peu les choses, faire en sorte que sa mère lui témoigne au moins un peu d'amour. Par contre, pour Lise, de mon côté, je n'ai pas perçu de vrais efforts. À quel niveau ça se situe pour toi? Alors, c'est drôle parce que j'ai vu, donc le livre sort aujourd'hui, Ouais. donc peu de gens l'ont lu, peu de gens l'ont lu encore, enfin il est sorti en numérique avant. Mais j'ai remarqué qu'il y avait des lectures différentes selon les rapports que les lecteurs ont eus avec leur mère ou avec leur père. Et pour moi, Lise, elle fait des tas d'efforts pour sa fille. Par exemple, il y a la sortie. Alors, Axel, le père, était un historien très célèbre et la fille écrit des romans. Et la mère vient pour la sortie du roman de sa fille et puis sa fille ne l'invite pas au dîner après. Il y a des tas de choses où elle se rate. Elles se ratent, elles sont en parallèle, mais elles ne se croisent pas. Elles font des efforts toutes les deux. Je me suis mise à la place des deux et vraiment j'aime bien les deux. Mais vous savez, quelquefois on a ça avec des amis où on a l'impression d'avoir fait un pas ou quelque chose et où les gens comprennent à l'envers. L'une fait du chasse-neige et l'autre fait du stem Christiania et elles sont sur une piste noire. Voilà, c'est ça le truc. D'accord. Donc ça se croise forcément pas mal. On parle beaucoup des mères. Donc, pour revenir un petit peu plus historiquement sur tes précédents romans, les lecteurs qui te suivent depuis plusieurs années le savent très bien. J'ai été un peu un des premiers surpris parce que en tant que libraire, on a eu la chance de pouvoir te lire assez tôt. Donc, il y a toujours une place du père très importante dans chacun de ces romans. Là, on a senti comme une bascule aussi de ton côté, où cette fois, il y a un vrai choix de porter plus haut le rôle de la mère, cette fois-ci. Pourquoi maintenant, par exemple? Alors, ma maman, ma vraie maman, pas la Lise du livre, est partie là où on va après il y a 2 ans. Et toute ma vie d'écrivain, elle m'a dit, mais tu parles toujours de ton père et pas de moi. Et je lui disais, oui, parce que lui, il n'est pas là, il me manque. Vous, je vous voyais ma mère, vous êtes là, donc vous ne me manquez pas. Ouais. Et c'est vrai que aussi c'est très difficile, enfin pour moi, c'était très difficile d'avoir un personnage qui existe.
dans un de mes livres. Donc voilà, ma maman était dans ma vie, mais pas dans mes livres. Et là, ce livre-là, je voulais qu'elle soit l'héroïne. Et puis, j'ai utilisé une chose vraie, qui est que j'ai eu des rapports un peu complexes avec ma mère. C'est pas la liste du livre, mais voilà, c'était compliqué. Elle aurait voulu un fils, elle aussi. Et puis, à la fin de sa vie, il y a eu un moment où, sans perdre sa classe ni son panache, donc tout en restant vraiment une grande dame, elle, elle s'est vue comme un petit lapin. Et ce petit lapin a oublié que avec sa fille, c'était complexe. Et du coup, la tendresse s'est engouffrée dans la brèche. On s'est vraiment aimé à plein. J'ai adoré ce petit lapin. Ce petit lapin a adoré. Moi, j'étais de temps en temps le grand lapin, de temps en temps un autre petit lapin. Et quand elle est partie il y a 2 ans, ben, elle m'a posé un sacré lapin. Et elle me manque. Et donc, voilà, ce livre, c'est elle qui est l'héroïne. L'héroïne de papier, c'est Lise, mais la vraie héroïne du livre, c'est ma mère. Et pour le 21e livre, donc ma majorité de livres, c'était le bon moment. C'était le bon moment. Entendu, merci pour ça. Le voyage fait part intégrante de chacun, ou quasiment de chacun de tes romans. Après la Patagonie, il y a de ça 2 ans. Cette fois-ci, tu l'as dit tout à l'heure, tu nous emmènes, tu nous prends par la main et on part en Namibie. Oui. J'y ai trouvé des descriptions remarquables. J'y étais avec toi, bravo. Et j'y ai trouvé beaucoup d'amour pour ce pays-là. Donc, tu y es allé vraiment? Tu y as passé du temps sur place? Alors, j'y suis allée l'année dernière. J'y suis pas allée longtemps, j'y suis allée 3 semaines, mais j'étais allée avant dans le désert. J'aime beaucoup le désert. Je suis partie d'une association j'ai une filleule Touareg, Targui. J'ai beaucoup aimé le désert et c'était le désert du Niger. Et donc là, ce désert de Namibie, j'ai trouvé ça merveilleux et j'ai découvert le peuple Imba, ce peuple avec les femmes, le peuple rouge. Les femmes qui ont les cheveux et la peau avec leurs produits de beauté, au lieu d'avoir, moi j'ai mis de la poudre et un peu de rimel ce soir et du rouge à lèvres, ben, les femmes Imba, elles se mettent un mélange d'ocre et de graisse animale. J'ai adoré ce monde complètement différent et j'avais envie de vous emmener là. Et puis comme toujours, dans cette île de Groix que je trouve merveilleuse et qui est ma juste place au monde. Et tu nous y as bien emmené. J'ai trouvé que la petite Moreau avait aussi une place un peu, non pas centrale, mais hyper importante pour toute cette partie du roman. D'ailleurs, tu la tiens aussi par la main, C'est vrai. Et voilà, j'avais envie de t'entendre parler un petit peu de Moreau aussi. Moreau, c'est une petite fille de 10 ans qui est à moitié Imba. Alors, ça veut dire que sa maman est anglaise, son papa est Imba, d'un village donc traditionnel. Et quand Cerise arrive dans ce lodge, avec une amie, dans ce très joli lodge dans le désert de Namibie, elle voit le directeur du lodge qui s'appelle Aelig, ça veut dire ange en breton. Et ce directeur est avec cette petite fille et elle pense que la petite fille est la fille du directeur, alors qu'en fait c'était la fille de la compagne du directeur qui est morte. Et Moreau, donc elle n'a pas de mère, elle a 10 ans, elle va être totalement attendrie et nouer une amitié, amour. Vous savez, comme quelquefois, comme les enfants, il y a une espèce de vlouf, ils vous adoptent et on a l'impression d'être les plus importants au monde. Et on se dit, mais est-ce que je vais mériter cette tendresse? Cerise, donc, elle est avec Moreau. Alors, Moreau, elle a un nom beaucoup plus compliqué, un nom tellement compliqué que j'arrive pas à le prononcer. Et du coup, comme c'est imprononçable en langue héréro, les Imba parlent le héréro. Moreau, ça veut dire bonjour en héréro. Donc, on l'appelle Moreau. Et elle va suivre cette touriste. Et puis après, il va se passer des choses.
Et autant elle va montrer son désert et puis se promener en montgolfière avec Cerise. Et puis après, Cerise va l'amener dans cette île de Groix. Et il va y avoir une famille recomposée avec cette petite fille. Ouais, donc elle a vraiment tout à fait sa place. Il y a également, et là Moreau n'y était pas, mais j'ai un souvenir quand même assez précis et joyeux et de rire, un vrai moment de lecture encore un petit peu isolé aussi, mais un peu à part, j'ai trouvé, c'est ce premier voyage en Cessna 210 pour aller. Alors là, là, il se passe tout. C'est-à-dire on a la peur, on a de l'appréhension, on en a une autre derrière, un personnage très important aussi, qui s'endort complètement parce que voilà, rien ne change pour elle. Il y a cette première rencontre. Enfin, bref, c'est un mélange de sentiments un peu fou en quelques lignes qui est incroyable. C'est du vécu, ça aussi, ou pas? Alors, c'est du vécu. J'adore les avions. Mon père était pilote. Il a été cadet, enfin pas cadet, cadet de la France libre, c'est Axel. Mais mon père a été un Français libre de la première heure, puisqu'il est parti le 18 juin 40, le 17 juin 40, la veille de l'appel. Mais il était pilote à Londres et il était très ami avec Saint-Exupéry, pilote. Et j'adore les avions, je suis fascinée par les avions, mais j'ai eu très très peur. Et quand je travaillais au SAMU de Paris, par exemple, on faisait de l'hélicoptère pour aller chercher les patients, quelquefois. Mais là, j'ai eu très peur, mais pas la peur qui vous pétrifie comme devant une énorme migale, pas au point de ne pas monter dans l'avion, mais chaque fois en Namibie, quand on va d'un lieu à un autre, on a ces tout petits avions comme ça qui sont conduits par des jeunes pilotes dont on a l'impression que ce sont des ados, mais qui ont 22, 23 ans. Et, et alors, je me suis accrochée au fauteuil et j'ai passé au début, à chaque fois, ça durait 1 heure, et je m'accrochais au fauteuil comme si je me disais, ben, comme ça, s'il se passe quelque chose, je tiens quelque chose. Et je n'ai trouvé mon salut, ou du moins ma légèreté, qu'en me mettant des musiques à hurler dans les oreilles. Et c'est comme ça que j'ai découvert que quand on écoute Mozart ou Bach, ou Barbara ou Reggiani, ça marche pas parce que ça ne hurle pas dans les oreilles, ça fait juste de la musique. Alors que My Everything de Barry White, plein pot, c'était bien. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre, j'ai la bande originale du livre, comme dans chacun de mes livres, et My Everything de Barry White a une grande, grande place. Et donc là, effectivement, tu nous as emmenés, je vais passer, on va garder la distance pour cette question-là. Tu nous emmènes effectivement à nouveau loin, mais vraiment loin. Un coup la Patagonie, il y a maintenant la Namibie, il y a quelques heures de vol à chaque fois. Est-ce que, d'après toi, et par rapport à ce qui se passe, est-ce qu'on peut avoir besoin, comme tes personnages, besoin de ce type de longue distance, de dépaysement total pour aider à assumer ce qui se passe dans la vie de tous les jours et à régler des conflits, à régler des problèmes comme ce que peut avoir à régler Cerise. Est-ce que cette longue distance, tu perçois, toi, ça comme un peu salvateur ou une vraie aide? Alors, j'aime beaucoup voyager. Depuis quelques années, j'essaye de faire un grand voyage tous les ans. Alors, faire un voyage, ça fait bizarre. Ça me fait toujours penser à cette phrase de Nicolas Bouvier dans l'usage du monde qui est: on ne fait pas un voyage, c'est le voyage qui vous fait et vous défait. Mais je suis allée un peu loin, en effet, il y a 2 ans en Patagonie, dans le livre tout ce que tu vas vivre. Là, c'était la Namibie. Il y a 2 mois, enfin non, il y a 2 mois, on était confinés. Ouais. Au mois de janvier, je suis allée en Nouvelle-Zélande et j'étais censée, s'il n'y avait pas eu ce vilain virus chafouin, j'étais censée aller au Japon fin septembre. Alors là, je crois que pendant un moment, je ne vais pas vraiment voyager loin, ou je vais voyager loin à travers les livres des autres. Ça, c'est extraordinaire aussi. C'est tellement beau la Terre. Peut-être le fait d'avoir été médecin jeune d'urgence avec
Europe Assistance, j'ai beaucoup voyagé pour aller chercher des patients, mais à chaque fois, je restais, je sais pas, 2 heures sur place. Le temps d'aller chercher un patient dans un hôpital, ou parfois même les hôpitaux locaux nous amenaient le patient sur le tarmac et on repartait aussitôt. Donc, depuis quelques années, j'ai eu envie d'aller voir comment c'est ailleurs, mais voilà, je vais me recentrer un peu sur chez nous. Et puis, chaque fois que je vais dans cette île de Groix, qui n'est pas mon île, quelquefois on me dit votre île de Groix, non, non, c'est l'île des Groisillons. Moi, je ne suis pas bretonne, je suis juste tombée en amour et extrêmement respectueuse et extrêmement amoureuse de leur île. Mais c'est aussi un très grand voyage d'aller là. Donc, mais chaque jour est un voyage. Voilà, chaque personnage qu'on croise peut être un personnage de roman et chaque jour est un voyage. Alors, justement, au travers de ces voyages, alors en Namibie, peut-être pas, mais je ne sais pas si t'es arrivé d'écrire, justement, pour tes romans, soit juste à venir ou plus tard, si tu es arrivé d'écrire comme ça pendant ces voyages, ou de manière plus générale, comment écris-tu, Lorraine? Comment ça se passe quand Lorraine Fouché s'attaque à l'écriture de son prochain roman, par exemple? J'aimerais bien t'entendre nous parler de ça. Alors, j'ai toujours dans mes poches des petits carnets, des post-it, des petits crayons Ikea. Voilà, parce que ce sont les seuls qui ne trouvent pas les poches parce qu'ils sont tout petits. Et je prends des notes tout le temps, donc pendant mes voyages. Mais quand je commence un livre, là j'ai commencé mon livre de l'année prochaine, je prends d'abord le bon chocolat de la boîte. C'est-à-dire, je commence par le dessert, je fais comme un réalisateur qui tourne d'abord ses scènes préférées ou les plus fortes. C'est-à-dire, je n'écris pas chronologiquement. J'ai plein de consoeurs et confrères, camarades romanciers, romancières, qui écrivent, on commence, quand commence le livre et on suit. Et moi, non. Je commence par les scènes qui font battre mon cœur, qui me font rire ou pleurer. Et celles qui me plaisent, celles pour lesquelles j'écris le livre. Par exemple, ce livre-là, j'ai commencé par la première scène où Cerise prend le train et où elle va rencontrer des voisins qui vont lui apprendre quelque chose auquel elle ne s'attendait absolument pas. Et à la fin du livre, on est 30 ans plus tard, le même train, la même Cerise qui a 30 ans de plus, les mêmes gens, ou peut-être pas, et elle répond à leurs questions. Voilà, des choses comme ça. Le vol en montgolfière en Namibie, je l'ai écrit aussi tout de suite. Et puis, acheter la maison à Groix. Alors ça, c'est merveilleux, parce que quand on est auteur, eh ben, on est très riche, pas riche, pas riche d'argent, mais on peut acheter, moi, dans pratiquement tous mes livres, j'achète des maisons. Alors, je n'ai pas besoin d'aller voir le banquier pour faire un emprunt, ce sont des maisons de papier. Mais il suffit dans un dialogue de dire « Oh, j'adorerais avoir cette maison ». Et puis après, on rentre dans la maison, on a les clés. Ça, c'est génial. Mais le chapitre où elle va à Groix, où elle passe devant cette maison, où c'est un cadeau d'amour pour l'homme qu'elle aime et où elle achète cette maison, voilà, ça, je l'ai écrit. Puis il y a une autre scène aussi que j'ai écrite tout de suite, c'est la scène des 90 ans de Lise, où il y a beaucoup de champagne, où il y a tous les amis de sa vie, et la scène qui se termine, où cette grande dame, comme la reine d'Angleterre, très noble, et où tous les gens qui restent ont un petit serre-tête avec des oreilles de lapin, et où ça se termine au champagne. Et c'est à la fois drôle et c'est à la fois touchant. C'est pas pathétique, c'est du rire poudré de larmes. Voilà, moi j'adore les scènes comme ça. Et je trouve que la chance qu'on a en tant qu'auteur, c'est on n'a pas des notes. Je ne suis pas compositeur de musique. On a des émotions. Et puis je fais des accords de rire et des accords de larmes. Et les lecteurs, eux, font leurs propres accords avec mes notes émotions. Et c'est ça un livre. C'est ce que le plaisir ou la mélancolie de la personne qui l'écrit. Et puis les libraires, les éditeurs, même quand ils lisent au début, et les lecteurs après, en font ce qu'ils veulent. Et voilà, ça sera leur mère et leur fille, et leur Namibie et leur Bretagne.
Je trouve que c'est une jolie façon de m'amener à dire à vous dire à tous, merci d'être là évidemment, mais à vous dire qu'effectivement, c'est le bon moment d'y aller. C'est le bon moment d'aller se le procurer, de venir nous voir, parce que c'est vraiment un livre, c'est un livre pour les mères, c'est un livre pour les filles, mais c'est aussi, pas que, parce que c'est aussi un livre pour les gens comme moi, qui ne suis ni mère ni fille, et pour des gens comme moi qui les regardent, ces mères et ces filles. Voilà, je me suis trouvé moi aussi à ma place en tant que vraiment spectateur, mais spectateur très très heureux de l'avoir lu. Il faut absolument aller lire c'est une quête, à la fois une quête et une autorisation au bonheur, comme tu l'as si joliment écrit. Je voulais appeler le livre Le bonheur est réservé à tout le monde. Et mon éditrice, Héloïse Dormesson, qui est toujours de bons conseils, m'a dit, écoute, que tu le dis dans le livre, mais le titre ne va pas avec l'histoire. Et c'est Roxane Defer, mon éditrice chez Héloïse, qui m'a trouvé ce titre. Et je me suis pas du tout, que j'ai trouvé mais extraordinaire, parce qu'il est à double tranchant. J'ai failli te manquer, j'ai failli te rater, et j'ai failli te manquer, on a failli ne pas s'aimer. Et je n'avais pas du tout réalisé au départ qu'il fait en effet pendant avec J'ai rendez-vous avec toi, le livre sur mon père. Donc, c'était un joli cadeau, ça. Eh bien, bravo pour tout ça. Nathalie, peut-être avons-nous des questions? Je voulais laisser la place aussi. Il y a déjà des messages personnels pour toi, Lorraine, dont un, je pense que tu vas comprendre. Tu as un petit coucou de Laetitia et de ses lapins. Alors, je pense qu'il n'y a que toi qui puisses comprendre. Nous, voilà. Donc, Laetitia Arnaud, absolument. Elle a plein de lapins, tout à fait. Il y a Cécile qui demande comment va mon pote. Alors, mon pote, c'est ton nouveau chien. Donc, je transmets aussi les messages personnels. On embrasse Roxane Defer, parce que moi, je la connais, Roxane, et elle a bien fait de trouver ce titre. Et d'ailleurs, on va montrer. Voilà, en fait, c'est ça. Les deux pendants, je ne sais pas si vous les voyez bien. Ils vont sortir tous les deux dans 1 an au livre de poche. Ouais, ça c'est bien. Il y a aussi Bettina qui est là et qui a fait un commentaire en disant c'est un peu autobiographique, ma chère Lorraine, ton roman. Tu veux lui répondre ou... Parce alors voilà, il y a beaucoup de personnes. Alors je vais retrouver les prénoms parce qu'il y a Marine et Vanessa aussi qui posaient la question de savoir est-ce qu'il y avait des éléments autobiographiques dans ce merveilleux roman. Donc voilà, tout le monde se pose la question, est-ce que tu peux y répondre clairement, sans mentir, parce qu'on nous a dit... Comme si c'était mon genre. Non, mais Tatiana de René nous a dit que les auteurs étaient des menteurs. Donc là, je veux que tu répondes, Lorraine. Alors, quand on écrit des scènes d'amour, c'est forcément des scènes d'amour qu'on a vécues, parce que sinon on ne peut pas. Et quand on écrit des parents, à la fois on les invente et à la fois on se sert des nôtres. Ma mère était une grande dame absolument ravissante, et c'est vrai qu'elle aurait préféré un fils qu'une fille, et donc on a mis du temps. On a mis du temps, mais qu'est-ce qu'on s'est aimé qu'est-ce qu'on s'est aimé une fois qu'on s'est trouvé. Alors ça c'est vrai. J'ai tellement inventé de père et de mère. J'ai pas d'enfants, donc souvent je m'invente des enfants dans les livres. Donc Moreau n'existe pas, comme la petite pomme dans Entre ciel et loup n'existe pas. Mais on a à côté de nous toujours des enfants, des neveux, des filleuls. C'est ça qui est génial, c'est qu'on ment, mais on ne triche pas sur les émotions. On les a vraiment. Dans ton roman, tu écris des amis de papier. Est-ce que toi, tu as des amis de papier? Alors, chaque année, quand je commence à écrire un livre, je vis pendant 1 année avec ces amis de papier. J'étais fille unique. Et être fille unique, c'est un truc un peu terrible parce que quand on rentre de l'école, on n'a personne avec qui jouer. Et donc, j'avais le Club des 5, le Club des 7, j'avais les amis de papier de mes livres. Et maintenant, j'ai ma vraie vie amoureuse, ma vraie vie amicale, ma vraie vie professionnelle, et puis les amis de papier de mes livres tous les ans. Et alors là, je suis un peu schizo en ce moment parce que j'ai tous les amis de papier de J'ai failli te manquer,
oui. Que je suis en train qui sont en train de rencontrer les amis de papier du livre que j'ai commencé depuis un mois. Parce que d'habitude, je commence à écrire le 1er juin. Mais là, avec le confinement, pendant un mois, je n'ai pas écrit. Et puis, pendant le second mois, j'ai écrit. Donc, j'ai plein d'amis cette année. Alors, entre deux questions, il y a aussi un message personnel d'une personne qui s'appelle, alors je ne sais pas si c'est son vrai prénom, Jack Allen, je ne voudrais pas... Oui, Marina, bien sûr. Voilà. Bien sûr, elle a un blog super. Voilà, tu es la marraine de son blog, donc elle est en train de t'écouter, elle te dit que tu assures. Ah, donc, ça, c'est gentil. J'ai une question de Nathalie. Est-ce que je peux vous montrer un truc une seconde? Parce que Marina, je lui avais dit que je mettrais un chemisier avec des cerises. Et alors finalement, j'ai mis un t-shirt avec des cerises. Donc, tu peux te lever. Je peux me permettre. Voilà. J'ai un t-shirt avec des cerises. Sinon, tu joues au casino, Lorraine, parce que c'est un peu les 3 cerises, quoi. Excuse-moi, c'était une blague. Bon, j'ai une question de Nathalie, sérieusement. Pourquoi aucun de tes romans n'est adapté au cinéma? Parce que effectivement, il serait très adaptable. Alors, j'ai un roman écrit il y a quinzaine d'années, je crois, qui s'appelait De toute urgence, qui a été adapté à la télévision en une mini-série, c'est-à-dire 2 épisodes, et c'était Mathilde Amet qui a fait La médecin du SAMU. Ça, c'était génial. Maintenant, j'adorerais avoir... le système, c'est des options. Entre ciel et loup avait été optionné. Ce livre-là, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a 40 années. Celui de l'année prochaine sera plus facile. Mais voilà, aller à l'île de Groix, on n'est pas forcé d'aller jusqu'en Namibie pour... moi, j'adorerais. J'ai travaillé comme scénariste sur des tas de séries médicales. Et en tout cas, je vois, avant d'écrire, je vois très bien ce qui se passe. Donc, j'adorerais. D'ailleurs, il y a Geneviève qui a une question sur la Namibie. Quand tu as visité ce pays, est-ce que tu as eu envie d'en faire, d'en faire un décor exclusif d'un prochain roman? Ou vraiment, c'est partout, tu n'es pas capable d'avoir un roman dans un seul pays? Alors, pour écrire un roman qui se passe dans un seul pays, il ne faut pas y passer 3 semaines. Je crois qu'il faudrait y passer beaucoup, beaucoup de temps pour vraiment le sentir, l'aimer. Moi, je ne suis que... voilà, je ne fais que passer et vous emmener les lecteurs sans visa, ni avion, ni dans des lieux pour les faire rêver. Et puis, j'aime tellement la Bretagne que je ne sais pas si j'arriverais à ne faire aucune Bretagne. D'ailleurs, alors, j'ai pas de prénom parce que c'était un pseudo. Il y a beaucoup qui ont dit ça, que tu donnais vraiment envie d'aller découvrir Groix. À quand un guide spécial de Groix par Lorraine Fouché? Ou alors un guide des pays par Lorraine Fouché? Parce que ça, quand même, c'est exceptionnel. À chaque fois, tu nous emmènes dans des pays, ça serait intéressant de faire ça. Alors, il y a des guides de Groix qui sont très, très bien, qui existent. L'Office du tourisme de Lorient Agglomération m'a fait le plaisir. J'ai écrit au début du guide de Groix, justement, de l'Office du tourisme, un texte. Donc, voilà, je suis sur mon vélo au début de cet endroit. Ce que je veux dire, en fait, aux lecteurs avec Groix, c'est qu'on a tous un lieu juste, un lieu qui vous change la vie. Quelquefois, on le trouve tout de suite, quelquefois, on y est né, quelquefois, on le découvre par amour, par hasard. De même qu'on a un livre qui vous change la vie aussi, je crois qu'il faut chercher. On sait qu'on cherche tous un amour qui la change mais les lieux, une maison, une petite maison où on met ses bottes et où on met un ciré ou une veste et un vieux pull qu'on retrouve à chaque fois, ça, je trouve ça tellement important. Et peut-être si on a plusieurs vies, j'ai dû être bretonne dans une autre vie parce que quand je mets le pied sur ce bateau, je suis tellement bien. Et même mon pote, le Westy, qui n'est pas du tout groisillon, quand il est allé en février, il a trouvé ça tellement bien. Alors, j'ai pas confiné là parce que c'est une île qui est à la fois forte et fragile et qu'il fallait la préserver, mais ça va être bon d'y retourner. Donc venez, en plus ils ont besoin
le tourisme, les îles, la Bretagne, il faut y aller, ça, là, cet été, vraiment. Il y a encore plein de messages personnels. Donc, tu as un bonjour de Marie et Bernard qui t'écoutent de Lorraine et qui disent qu'ils ne vont pas attendre le livre sur la place pour lire ton livre. Il y a aussi un petit coucou de Thierry Godard. Alors, tant pis, je donne son nom. Ah, Doc Thierry, c'est le veto de mon pote. C'est bien ce qui me semblait, que c'était le vétérinaire. Parce que si on suit un peu les aventures de Lorraine, on connaît tout le monde. J'ai une question de Nathalie. Pourquoi tu vous voyais ta maman? Alors, parce que dans ma famille, on vous voit ses parents. C'est comme ça, c'était des habitudes. À ton père aussi, hein, les deux. Tu vous voyais tes deux parents. Alors, dans ma famille, tout le monde, enfin la plupart des enfants vous voient leurs parents. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours tutoyé papa et vous voyez maman. Alors, quand on demandait à maman pourquoi, elle disait oh, ben ma fille était, quand elle était petite, elle ne faisait pas toujours ce que je voulais et je trouvais que c'était plus poli de dire vous m'embêtez que tu m'embêtes. Alors, je ne suis pas sûre que je lui disais ça, mais oui, je ne sais pas pourquoi. En effet, c'est très étrange. Et d'ailleurs, j'ai dit, j'ai rendez-vous avec toi. Oui, et j'ai failli te manquer au début quand j'ai écrit ce livre. Cerise, vous voyez Lise. Et ma magique éditrice, encore une fois, Héloïse, m'a dit, écoute, essaye de la tutoyer et regarde ce que ça va donner. Ça a été compliqué pour toi, ça, de tutoyer ta maman dans le livre? Alors, c'est pas ma maman, mais… Oui, non, pardon. Oui, ça a été… Non, ça a été extrêmement difficile et j'ai du mal à en parler. Oui, parce que même le lapin, je l'ai, vous voyez, donc ça a été difficile, mais du coup, c'est devenu un personnage autre. Ce qui était… voilà, ma maman qui était ma maman et qui après est devenue, à la fin de sa vie, une amie et une petite fille à protéger et un petit lapin à protéger, mais du coup est devenu un personnage autre parce qu'en la tutoyant, c'est ce qu'on disait avec Yann tout à l'heure, je pouvais l'emmener par la main danser avec les autres lapins et avec les oryx et les goélands. Alors, une question qui n'a rien à voir. Mila voudrait savoir, est-ce que tu as un chien imaginaire comme Cerise? Ou est-ce que tu as un chien imaginaire comme Cerise? Parce qu'on connaît la place des chiens et nous partageons l'amour des cockers toutes les deux. On a vécu des moments difficiles toutes les deux. Alors, est-ce que tu as eu un chien imaginaire? Alors, je n'ai pas eu de chien imaginaire parce que je rêvais d'avoir des animaux, mais ma maman n'aimait pas beaucoup les animaux. Donc, je n'avais pas d'animaux. Mais comme j'écrivais des livres et que j'ai toujours écrit des livres quand j'étais petite, alors quand je dis des livres, c'était 4 pages d'un cahier d'écolier, mais j'avais des amis imaginaires de papier. Mais à partir du moment où j'ai eu des chats, j'ai eu Voyou et Voyelle, puis après j'ai eu Basséa Guinness et Uriel, le cocker celtique, et puis maintenant mon pote le Westie. Maintenant, j'imagine pas la vie sans chien. Donc, ce sont des vrais, là. Alors, il y a énormément de messages de sympathie parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui disent que tu donnes tellement d'espoir et de sourire quand on te lit que finalement, tous les commentaires vont dans ce sens. Donc, je ne peux pas citer tout le monde. Mais en tout cas, tout ce qui vient, parce que c'est énorme, hein, j'arrive pas à faire défiler, je ne peux même pas prendre de notes, j'arrive pas, ça défile, ça défile. Ils sont ravis de te retrouver en librairie parce que je crois que tout le monde t'aime, Lorraine, en fait. Toi, il se passe quelque chose, comme il se passe quelque chose dans ton écriture. Moi, je dois dire que les 100 dernières pages, et Dieu sait si je suis une lectrice compliquée et avisée, tu m'as complètement ouvert l'armure. J'ai été complètement bouleversée par ces 100 dernières pages et je voulais te remercier d'avoir écrit ce livre parce que quand on te suit, et Yann ne me contredira pas, on a l'impression de connaître tes parents. Et là, vraiment, ça prend une autre dimension et c'est l'émotion, elle surgissait des pages et moi, j'ai vraiment, il a fallu que j'aille prendre l'air. Mais vraiment, il a fallu que je sorte parce que je me suis dit, elle m'a eu, Lorraine m'a eu. Donc, je voulais te remercier. L'armure du chevalier, waouh. Donc voilà, et je voulais aussi te remercier, ça c'est un petit clin d'œil, mais voilà, parce qu'à un moment donné, il y a une situation, tu dis non, ce n'est pas d'alcool, c'est du gin tonic. Et ça, je trouve ça formidable, parce que tu as laissé le spritz de côté, parce que quand on connaît la part italienne, tu es passé au gin tonic. Et ça, c'était très drôle. J'ai découvert ça là, et alors quelquefois dans mes dialogues, je me fais des private jokes à moi-même, et ça, c'est un rappel
d'une réponse de Stéphane Audran dans Le Festin de Babette, où, si vous avez vu ce film, il y a le moment où elle fait ce festin extraordinaire avec un vin, et il y a les villageois danois absolument protestants qui ne veulent pas du tout avoir le plaisir de la sensualité de ce repas, et ils lui disent mais c'est de l'alcool, et elle dit mais pas du tout, c'est du, je ne sais plus quel est le, comme si elle avait dit c'est du Château Pétrus. Et voilà. Et je dois avouer qu'en Namibie, j'ai découvert le gin tonic et la marula. Et alors, si j'étais restée plus longtemps en Namibie, j'aurais continué au gin tonic. Et comme on apprend, comme j'ai appris là-bas et comme je l'ai partagé, c'est très important le gin tonic parce qu'en fait, c'était les colons anglais au moment, au début où ils sont allés dans ces pays contre le paludisme. Eh ben, le gin tonic, le gin, c'est de la quinine. Donc, c'était la chloroquine du professeur Raoult. C'est le gin tonic, c'est de la chloroquine, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de profondeur dans ton livre, parce que même si c'est le roman, le mot d'ordre, c'est rattraper le temps, est-ce que tu l'as finalement rattrapé, ce temps perdu? Absolument, absolument. J'ai vraiment eu l'impression que les heures gâchées, les choses difficiles étaient complètement balayées, que les années, alors perdues, c'est peut-être un grand mot, mais les années parallèles se sont transformées vraiment en temps gagné merveilleux. Et ouais, il est pas trop tard. C'était, si je vous dis que je me suis réconciliée avec la fille de papier, s'est réconciliée avec la mère de papier, et moi, je me suis assise à côté de ma mère sur le rocher, comme sur la couverture du livre, et on a regardé l'océan ensemble. Ouais, vraiment. C'est un devoir de mémoire aussi, ou pas? C'est un devoir de mémoire, tout à fait, tout à fait. 21e roman, peut-être que j'ai plus envie d'aller aussi vers des choses profondes, vers les sentiments qui disloquent et qui écartellent, et puis serrer les gens dans les bras, et puis parler d'amour. Ouais, ouais, c'est important. Alors, j'ai une question. Quand on est plus jeune, on se dit que les parents, les grands-parents, ils seront là tout le temps. Et puis maintenant, je sais que non. Là, je sais qu'il y a la fête des mères, et que ça, c'est mon cadeau de fête des mères. J'ai une question de Grand Dufay. Alors, je ne sais pas si c'est son nom de famille ou je ne voudrais pas écorcher. Est-ce que dans tous tes romans, il y a un roman que tu préfères? Ça, c'est Alors, difficile. jusqu'ici, alors dans tous mes romans, si la question avait été dans tous mes livres, j'aurais dit J'ai rendez-vous avec toi, le livre sur mon père. Mais c'est un récit. Dans tous mes romans, avant celui-là, j'aurais dit Entre ciel et loup. Et du coup, maintenant, je vais dire à égalité Entre ciel et loup, et puis J'ai failli te manquer. Et comme en plus, il a failli manquer ses lecteurs, puisque il n'est pas sorti en avril et qu'on ne savait pas du tout ce que ça donnerait, c'est doublement, j'ai doublement un petit livre sur mon épaule là, qui dit ça y est, on y est arrivé. Il est là, il existe aujourd'hui. Et vraiment, je voulais remercier un endroit où aller, et toi, Frédéric de Gelt, Yann, et puis tous les libraires qui rouvrent et les lecteurs, parce que le lancement, c'est aujourd'hui, que normalement, aujourd'hui, j'aurais dû voir des gens en chair et en os et boire des choses. Ah oui, j'avais acheté non seulement un chemisier avec des cerises, mais aussi des cerises angéli, des cerises guimauve pour manger et tout. Et à la place, on est là, et être là, c'est la fête. Donc ça, c'est vraiment un grand moment pour moi aujourd'hui, vraiment.
Je voudrais juste faire une parenthèse. Il y a une Catherine qui m'a interpellée parce que je n'ai pas vu son message. C'est pas que ça ne m'intéresse pas votre question, c'est que j'ai tellement de messages que ça défile que je ne peux pas parler à Lorraine. Alors, reposez-moi tout de suite votre question, que je la pose tout de suite à Lorraine, et je m'excuse de ne pas avoir vu tout de suite votre question parce que ça va très vite. Vous êtes quand même plus de 80, vous êtes 95, donc c'est très compliqué pour moi. Alors, le temps que Catherine pose sa question, j'ai une question de Pascal. Comment fais-tu pour choisir les musiques dans tes romans? Alors, donc Barry White, c'est parce que l'avion n'est pas tombé. Euh, à chaque roman, en fait, ce ne sont pas des musiques que j'écoute quand j'écris, ce sont des musiques que j'écoute pendant les 6 mois pendant lesquels j'écris non-stop. Donc, il peut y avoir des musiques, des disques que j'ai, des musiques que j'entends à la radio. Chaque fois que je rentre en voiture, je mets de la musique. Ce sont les musiques qui croisent mon chemin pendant ce temps-là et qui, tout d'un coup, il est évident que c'est la musique de telle ou telle personne. Et puis, alors là, j'ai évidemment, ce matin, un lapin a tué un chasseur pour Chantal Goya. Pour celui-là, j'ai votre fille à 20 ans, Reggiani, parce qu'il y a toujours un médecin dans la salle quand je suis là, et il y a toujours un Reggiani ou une Barbara dans mes livres. Voilà, ça c'est... Je les ai dans le cœur et on chemine de concert. Un petit coucou de Marie-Cécile et Frédéric. J'essaye de passer, je vous jure, je fais de mon mieux. Marie-Cécile et Frédéric, des libraires, c'est très compliqué de lire tous les messages en direct et de pas et de rater des messages. Donc c'est voilà. Moi, alors le temps que la question de Catherine arrive, j'espère qu'elle va arriver. J'ai noté une phrase qui m'a paru importante. Tu as écrit: quand un écrivain meurt, c'est pour de vrai, contrairement à ses personnages. Il reste les flashbacks, les ellipses, et un vide gigantesque qui vous aspire à la façon d'un trou noir sur une page blanche en lambeaux. C'est terrible, ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette phrase? Regarde, je ne vous connais pas du tout, madame. Regardez Guy Bedos. Ça m'a frappé, là. Cet homme qui était un humoriste, mais qui était aussi un homme engagé, alors je sais pas s'il participait avec Dabadi et les autres à l'écriture, mais voilà, cet homme qui nous a accompagnés pendant tellement d'années, et tout d'un coup, il n'est plus là, et tout ce qui nous a fait rire, tout d'un coup, hop, c'est à la fois encore plus drôle et encore plus tragique. L'une des choses qui m'a frappé le plus quand j'étais médecin, c'est qu'en effet, quand on meurt, c'est pour de vrai. C'est-à-dire que quand on est jeune médecin, on a l'impression qu'on est immortel. Ce sont les patients qui meurent. Et nous, on essaye de les sauver, on se bat comme des fous. Et puis, quelquefois, on les arrache à la mort et quelquefois, on perd. Mais on se rend compte que c'est vrai. Quand on dit aux gens qu'il faut mettre les masques, c'est vrai. C'est pas pour rire, c'est vrai. Quand un écrivain meurt, ouais, il y a ces lambeaux de pages, mais alors on peut les recoller aussi. Alors, je pense qu'aujourd'hui, imaginer voyager plus dans notre tête ou dans le village ou l'île à côté est un projet très aventurier à défendre dans un prochain roman, peut-être? Pardon? Alors, je pense qu'aujourd'hui, imaginer voyager plus dans notre tête ou dans le village ou l'île à côté est un projet très aventurier à défendre dans un prochain roman, peut-être? Je pense que les 2 mois qu'on vient de passer vont nous changer plein de choses dans l'écriture. Donc, tout ça, on va voyager différemment, on va vivre différemment et se rendre compte tous les jours qu'on est vivant. Peut-être on avait oublié un peu que c'était extraordinaire et pas évident et pas forcément normal d'être vivant tous les jours. Là, on est vivant tous les jours. Et quand on écrit en ce moment, ou pareil pour tous les artistes, quels qu'ils soient, quel que soit leur moyen d'expression, c'est à la fois plus précieux et plus fort. Ouais, peut-être. Voilà, la réponse, c'est peut-être. D'accord. Message de Catherine qui te fait dire qu'elle te regarde et qu'elle te parlera par un autre biais et de la part du CFE. Donc, je pense que tu comprendras. Je transmets le message. Voilà. Absolument, ça vient de Corse. Voilà.
Qu'est-ce que j'ai comme autre question? Ah oui, quels sont les auteurs qui t'ont marqué et que tu lis? Alors là, j'ai lu plein de polars bretons parce que j'adore. Et j'ai reçu une cargaison aujourd'hui des livres de plein de gens que tu as reçus, que vous avez reçus là, que j'avais raté, le Gaël Nohan, le Tatiana Dronet, Jérôme Attal. Et puis alors, il y a un livre que j'ai relu là, que j'adore. Hop, Sagan, derrière l'épaule. Euh, Françoise Sagan, je l'ai soignée un certain nombre de fois quand j'étais SOS médecin parce que je travaillais sur la rive gauche. Et ça n'est pas un roman, c'est un livre où elle se promène à travers ses livres et elle raconte pourquoi elle les a écrits. Il y a une phrase que j'adore totalement qui est à la fin, qui est où elle dit je vais corriger mon prochain roman. De même que je m'exercerai plus tard, bientôt, sur mon nouveau roman et ses nouveaux personnages, ces derniers m'attendaient et avaient besoin de moi pour vivre, comme moi d'ailleurs j'avais besoin d'eux, comme si j'avais eu toute ma vie besoin d'eux. Voilà, on a besoin de nos personnages. J'ai adoré rencontrer cette femme. Je l'ai soignée comme j'ai soigné d'autres grands auteurs, Ionesco par exemple, mais moi je m'occupais juste de leur angine. Mais je me rendais compte que ces gens dont j'avais lu les livres étaient des humains avec une gorge qui faisait mal, avec mal au dos parce qu'ils passaient des heures à écrire, que je pouvais les toucher du doigt, qu'ils étaient réels, que je pouvais mettre mon stéto sur leur poitrine, et à la fois que ce qu'ils écrivaient irait tellement plus loin et resterait. Et ça, c'était merveilleux. Donc, Yann, toi, tu as un conseil lecture à donner? Un conseil lecture récemment. Poche, c'est possible. Un livre de Pardon? poche, t'as compris? Un livre de poche de préférence? Un livre de poche. Comment coller un libraire? Voilà. Voilà, comment coller un libraire. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre de poche. Comment c'est possible? Plutôt poche. Oui, si, j'ai relu récemment puisque une suite est sortie. J'ai relu récemment un livre qui m'a beaucoup fait rire et c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas ri en lisant. Ça s'appelle Et je danse aussi. Voilà, une écriture à deux mains. Donc, Mourleva et Anne-Laure Bondou. Voilà, c'est un livre complètement frais. C'est un livre qui tombe au bon moment. Voilà, donc c'est ce qui me vient à l'esprit, là, Nathalie. Voilà, c'est vraiment un ping-pong entre une jeune femme et un auteur qui a été Goncourt et qui est un petit peu en panne d'écriture. Et voilà, de l'avoir relu, ça m'a fait extrêmement plaisir. Moi, j'ai choisi, alors je ne sais pas si on le voit, une très légère oscillation de Oui. Sylvain Tesson. ah, Sylvain Tesson. Moi, j'adore Sylvain Tesson et je pense qu'il faut lire Sylvain Tesson, qui est un grand écrivain. Alors là, c'est très philosophique, c'est très particulier parce que c'est des tranches de vie, c'est particulièrement le focus 2014-2015. Il revient aussi sur son accident et c'est des réflexions philosophiques. On peut le prendre n'importe où, mais c'est vraiment intéressant. Donc c'est chez Pocket, voilà. Donc, je voudrais aussi faire un petit coucou parce que je vois qu'on a Pascal Poisson qui est libraire, qui est ravi d'avoir assisté à cette rencontre et de l'avoir aussi proposé à ses clients parce qu'elle était partenaire. Avant de se quitter, Lorraine, tous les messages, il n'y a que de la bienveillance. En fait, tu rayonnes de bienveillance toi aussi vers nous. Donc, je veux dire, cette rencontre est pleine. C'est mon anniversaire aujourd'hui, là. Normalement, c'est en octobre, mais c'est aujourd'hui. Mais oui, non, mais ça émane. Donc, tous les gens sont ravis de t'avoir entendu, de voir ton sourire. Tu véhicules, même par écran interposé, toutes ces ondes positives et cette bonne humeur. Donc, on voudrait te remercier. On te remercie aussi d'avoir été là le jour du lancement de ton livre. On remercie Yann aussi d'avoir été là. Yann. On invite à aller en librairie, d'aller dans la librairie de Yann à Croissy qui s'appelle Une autre Yann page. et Virginie, parce que Madame Yann, on la voit pas, mais on l'aime aussi. Elle est juste au-dessus, elle est à côté. Il y a aussi Petite Histoire entre amis à Chennevières-sur-Marne. Il y a aussi le Forum du Livre qui est partenaire et à Livre Ouvert à Wissembourg. Donc, il y avait beaucoup de libraires. Oui. Parce que les libraires t'aiment, Lorraine. Tu es très aimée par les libraires et on te remercie de nous donner de si beaux livres à véhiculer à nos clients. Si on n'avait pas les libraires, on serait rien. Donc,
Et alors, je tiens aussi à dire qu'il n'y avait pas que la France qui nous écoutait, il y a aussi des gens qui sont à l'étranger, parce que nous avons beaucoup de participants qui sont soit en Nouvelle-Zélande, soit en Angleterre, soit à Singapour, soit en Israël, partout, partout. Donc voilà, tu rayonnes. On embrasse aussi la Corse, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. On embrasse aussi les Groisillons, c'est important. Oui. Et puis, je vais vous laisser le mot de la fin avant qu'on se quitte. Moi, je vous remercie beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et Lorraine, à très vite, j'espère, en librairie physiquement. Avec plaisir. Alors moi, mon mot de la fin, j'en ai un seul. C'est Moro en Herero, en langue imba. Donc c'est Okuepa. Et Okuepa, O-K-U-H-E-P-A, ça veut dire merci. Et mon mot de la fin, ça sera pour toi, Lorraine, puisque je sais que c'est important, c'est un jour particulier, très particulier même, parce que c'est quand même une sortie décalée, c'est une sortie de confinement. J'ai eu un message de la librairie, puisqu'elle a fermé il y a seulement quelques instants, pour te dire que le lancement s'est très bien passé. Voilà, c'est un message important pour toi, je pense. Voilà. Merci à tous. Les gens de Saint-Germain-en-Laye aussi, qui sont chers. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle soirée. Je rappelle que demain, le rendez-vous est à 18h30. On aura la chance d'avoir Sophie Fontanelle qui fera une rencontre croisée avec l'auteur Amélie Cordonnier. Donc, ça risque d'être aussi bien sympathique, comme ce soir. Donc, je vous donne rendez-vous à demain. Et puis, pareil, même système. Vous nous envoyez un mail sur unendroitoualler@gmail.com pour vous inscrire. On vous enverra le lien de connexion. Je vous souhaite à tous et à tous une belle soirée. À bientôt Lorraine, à bientôt Yann et merci d'avoir été avec nous.